Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat spécial Gilets jaunes au format exceptionnel. Évidemment, nous pourrons compter sur les analyses de Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et exceptionnellement, nous avons également le plaisir de recevoir Kim, Gilet jaune, qui nous donnera son avis sur la rupture entre les Gilets jaunes et les médias. Bonjour Kim. Bonjour. Face à la reprise de la mobilisation et à la médiatisation des violences, les journalistes et les éditorialistes ont violemment attaqué les Gilets jaunes. Les médias dominants semblent chercher le chaos. La rupture entre les Gilets jaunes et les médias semble s'amplifier de jour en jour. Kim, Gilet jaune, nous apportera son éclairage. La cagnotte Litchi de soutien à Christophe Détinger a été clôturée par l'entreprise. Et les médias se sont bien gardés de creuser sur les raisons de cette décision. Et vous retrouverez comme chaque semaine, le zapping et les tweets. Face à la reprise de la mobilisation et à la médiatisation des violences, les Gilets jaunes ont donc été violemment attaqués par les médias. Alors il y a deux événements qui ont notamment marqué l'actualité médiatique. C'est le Transpalette qui a enfoncé les portes d'un ministère avec l'exfiltration de Benjamin Griveaux. Et puis l'épisode désormais célèbre du boxeur sur le pont de Paris qui a agité les médias. Alors, ce qui est intéressant sur ces violences, c'est qu'elles semblent surmédiatisées. Jean-Yves Le Gallou, est-ce que ces violences sont surmédiatisées par rapport aux manifestations plus pacifiques et surmédiatisées par rapport à d'autres manifestations historiques par le passé ? Je crois que c'est assez normal que ce qui soit le plus médiatisé, c'est les images les plus fortes, les plus parlantes. Donc on peut parfaitement comprendre que l'image du boxeur sur le pont, sur la passerelle des arts, soit médiatisée. Simplement, ce qui est tout de même assez étonnant, c'est que quand il y a des grandes manifestations, il y a des violences, il y a des scènes spectaculaires des deux côtés. Il y a des violences de la part des manifestants, il y a aussi des violences policières. Dans les épisodes de manifestations historiques précédents, je pense à 1968, je pense à 1986, ou encore à des épisodes plus récents, les médias avaient tendance à se focaliser sur les violences policières. Là, ils se focalisent sur les violences des manifestants. Or, des violences policières, il y en a énormément. Il y a eu une dizaine de personnes, dont des jeunes femmes qui ont été éborgnées. Il y a des dizaines de personnes qui ont été abîmées, frappées au visage, etc., avec l'utilisation de la part des forces de l'ordre de moyens dans des conditions tout à fait anormales. Je pense à des tirs de grenades à tir tendu, des grenades de désencerclement utilisées abusivement, etc. Donc là, on occulte les violences policières. On n'a pas parlé, par exemple, dans les grands médias, ou très peu, du policier Andrieux. On a quand même parlé mais qui est quand même là, qui est l'inspecteur la bavure à l'état pur. Bon, donc il y a une distorsion. Bien sûr qu'il y a des violences de la part des manifestants, mais il y a aussi des violences policières, et les médias ne traitent qu'un côté, alors que dans les épisodes historiques antérieurs, ils traitaient précisément l'autre côté. Alors justement, je voudrais donner la parole à Kim sur cette question. On ne peut pas nier donc que les violences des Gilets jaunes puissent exister, mais du point de vue donc, des Gilets jaunes, du vôtre, est-ce que la couverture médiatique elle est adaptée ? Est-ce qu'elle est plus focalisée sur la violence des Gilets jaunes que celle des policiers, ou même sur la violence des Gilets jaunes plutôt que sur les actions pacifiques des Gilets jaunes ? Alors, personnellement, je suis totalement d'accord avec l'analyse de Jean-Yves Le Gallou, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une course traditionnelle des médias au scandale et à l'image choc qui va leur permettre de se rapporter des parts du marché au niveau médiatique. Mais et donc, on va avoir moins tendance à couvrir et à parler des rassemblements tout à fait pacifiques qu'il peut y avoir sur des ronds-points, sur des péages, ou du caractère aussi bon enfant des manifestations
et des rassemblements des Gilets jaunes. Ça, on n'en parle strictement jamais. Des moments très conviviaux qu'on peut passer tous ensemble. Il y a des Gilets jaunes qui ont passé Noël ensemble sur les ronds-points. Même le 31 décembre Même aussi. Le 31 décembre, qui s'est très bien passé aussi sur les Champs-Élysées. Mais effectivement, on n'en a pas parlé. Alors, on ne va pas parler de ça, mais on ne va pas parler également de la violence policière qui est totalement occultée. On a l'impression qu'il y a une violence en fait qui est uniquement du côté des gilets jaunes, même des soi-disant gilets jaunes. Maintenant, on les appelle, on n'est plus des gilets jaunes, on les dit gilets jaunes parce que maintenant les gilets jaunes sont apparentés à des casseurs. Et finalement, Madame Michu qui va se retrouver devant son téléviseur va comparer, en fait, va penser que le gilet jaune lambda est un casseur. Donc, qui ne porte plus de revendications sociales, plus aucune revendication, mais qu'il est simplement là pour casser du flic. Alors, c'est cette violence qui a agité la classe médiatique cette semaine, eh bien, elle s'est notamment cristallisée autour de l'affaire du boxeur, avec finalement l'impression que la classe journalistique et éditorialiste française a perdu la raison à certains moments. On va le voir, on va commencer en douceur avec Bruno Jeudi, un tweet de Bruno Jeudi pour Paris Match qui tweet « En janvier 2015, les Français applaudissaient les policiers après l'attentat à Charlie Hebdo. 4 ans plus tard, certains font la quête pour un cogneur de gendarmes. Désespérant. » Alors sur le même plan, on a Éric Brunet sur RMC, qui est un libéral assumé, qui semble se satisfaire qu'une révolte fiscale se termine finalement sans trop d'avancées consenties par le gouvernement. On va l'écouter. Mesdames, Messieurs, dans la première partie de Radio Brunet, nous revenons sur cette cagnotte Litchi d'environ 120 000 € qui a été ouverte au titre de la solidarité pour cet ancien champion de boxe. Je trouve ça assez scandaleux. Je veux dire, je trouve que c'est de la solidarité mal placée. Autre réaction, celle de Pascal Praud. Une cagnotte est ouverte depuis hier pour aider financièrement Christophe Détinger. Cette cagnotte s'envole, ce qui surprendra au fond personne, tant les repères et les valeurs sont parfois inversés dans la société du spectacle. La violence est ainsi récompensée. Christophe Détinger est un héros. La cagnotte incongrue, l'indigne cagnotte ou la cagnotte de la honte, ce sera l'un de nos débats ce matin. Le débat, c'est la cagnotte est-elle incongrue, est-elle honteuse ou est-elle indigne? Donc on sent que le débat est quand même bien clos. Moi, ce qui me frappe dans toutes ces déclarations, c'est qu'il n'y a pas d'analyse. C'est quand même un phénomène qui a eu extrêmement rapidement 120 000 € et même sans doute plus, puisque le dernier chiffre publié, c'est 120 000 €, mais après, la cagnotte a continué de prospérer avant d'être coupée. Et on a coupé le thermomètre, en quelque sorte. Donc le phénomène, c'est le succès de cette cagnotte. Et on peut l'analyser, mais là, ils ne sont absolument pas dans l'analyse, ils sont dans la condamnation. C'est désespérant, c'est l'inversion des valeurs, c'est la cagnotte de la honte. Ils sont totalement de parti pris. Ils pourraient donner au moins les deux points de vue, essayer de comprendre ce qui se passe. Ils ne sont pas dans les faits, ils ne sont pas dans l'analyse des faits, ils sont dans la condamnation pure et simple. Alors, autre exemple de condamnation pure et simple, c'est l'interruption de Vincent Cespedes par Sonia Mabrouk sur CNews. On va regarder la vidéo tout de suite. Vincent Cespedes, votre avis? Moi, je comprends la violence. Enfin, Pardon? Je comprends la violence. Je comprends la violence. Vous comprenez la violence? Oui, je comprends la violence des Gilets jaunes. Ils manifestent, ils voient leurs amis, leurs camarades, ils sont exaspérés par leur situation sociale. Pas vous laisser. Enfin, c'est votre avis. Mais comment vous comprenez le boxeur professionnel? Je comprends. J'ai fait quelques manifestations. Je vois qu'ils sont pas aguerris. Vous comprenez le boxeur professionnel qui à terre? Il le dit lui-même. C'est compréhensible. Il dit la colère m'a monté, j'ai mal agi. Il dit lui pour sa défense. Je n'aurais pas dû. Alors avant que vous ne réagissiez tous les deux, regardez la deuxième partie de cette intervention et notez bien l'attitude des invités sur le plateau. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on puisse mettre à terre un policier et qu'on le frappe alors qu'il est à terre? Je ne dis pas bravo, je n'applaudis pas, c'est condamnable, mais je le comprends. On a affaire à un peuple. Mais toute l'histoire de France... C'est pas une réaction d'être humain. Enfin, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Non, mais c'est compréhensible. L'exaspération... C'est compréhensible de quoi? C'est compréhensible, tout à fait, dans l'exaspération sociale dans laquelle est plongée la plupart des gilets jaunes, des gens qui crèvent de froid, des gens qui crèvent de faim à la fin du mois. Heureusement. Alors à la vision de cette vidéo, Kim, quelle est votre réaction? Et voilà, on voit qu'il y a un unanimisme sur le plateau. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Pour reprendre les propos d'Éric Brunet dans l'extrait que vous avez montré tout à l'heure, ce qui est scandaleux, c'est que aucun journaliste ne laisse la place à une parole opposée pour s'exprimer. C'est-à-dire qu'on met en avant, pour reprendre l'exemple du boxeur, on met en avant le fait que c'était un boxeur et qu'il a frappé d'une manière totalement terrible un pauvre, soi-disant pauvre policier, sauf que... on occulte le fait que c'était un homme à main nue, sans armes, qui se dresse face à 4 policiers totalement casqués, en armure, et en plus de ça, armés. Ça, par exemple, personne va pouvoir l'exprimer sur le plateau. Et on voit bien que la journaliste coupe sans cesse la parole au philosophe pour l'empêcher, en fait, d'apporter un point de vue qui est en dissonance avec ce discours qui est en totale harmonie, ils sont tous au diapason, là, Alors Jean-Yves Le Gallou, sur cet unanimisme médiatique, ça ne nous étonne plus, nous. Non, ça ne nous étonne plus. Je pense que Sonia Mabrouk s'en va en guerre contre le philosophe, contre la philosophie, et elle s'en va en guerre même contre l'histoire, parce que l'histoire, il y a toujours de la violence dans l'histoire. Donc quand le philosophe dit « je comprends », oui, la violence aussi est accoucheuse de l'histoire, et c'est complètement absurde d'avoir une vision bisounours des manifestations. En toute hypothèse, on pourrait au moins avoir les différents points de vue. Vraiment, ce qui manque dans les médias, c'est la pluralité des points de vue. Alors, ce qui est intéressant de noter aussi dans les réactions médiatiques, ce sont les éditorialistes plutôt ancrés à droite théoriquement. On note par exemple un tweet de Nicolas Moreau, chroniqueur Valeurs Actuelles et RMC. Je ne vais pas faire preuve de complaisance avec les factieux, les violents, les racailles ou les parasites qui dénaturent et confisquent le mouvement des Gilets jaunes. Je soutiens les Gilets jaunes, les non-violents, pas les fouteurs de merde. Et un autre tweet, celui-là de Philippe Bilger. Les Gilets jaunes se plaignent de la faiblesse de leur pouvoir d'achat, mais ont trouvé le moyen de collecter 110 000 € pour aider un ex-boxeur, un déshonneur. Alors Jean-Yves, quand on regarde ces figures éditorialistes théoriquement plutôt favorables à une vision de droite et donc des opposants à Macron, qui devraient se réjouir du mouvement des Gilets jaunes et plutôt comprendre la colère, comment interpréter ce discours de condamnation? Je crois que c'est un succès de la désinformation médiatique, parce que ces gens-là, manifestement, sont jamais allés sur un rond-point, ils sont jamais allés dans une manifestation, donc ils ne parlent que de ce qu'ils voient à travers les médias. Et donc, c'est un succès, à mon avis, des médias dominants, qui montrent les violences des manifestants et qui mobilisent en contrepoint le parti de l'ordre. Et ce journaliste de Valeurs Actuelles, M. Bilger, c'est des représentants du parti de l'ordre qui a toujours existé d'ailleurs et que le gouvernement cherche à mobiliser. S'agissant de M. Bilger, il faut quand même savoir que c'est un ancien magistrat qui a commencé sa carrière comme procureur à la 17e chambre correctionnelle de Paris. La 17e chambre correctionnelle de Paris, c'est celle qui est spécialisée dans la lutte contre les délits d'opinion. Donc il a beau faire un peu amende honorable depuis, le passé revient au galop. Alors, allons plus loin dans l'hystérie médiatique avec ces propos de Gérard Leclerc, chroniqueur chez Pascal Praud. Qu'est-ce qu'il faut faire samedi? Je pense qu'il faut interdire, clairement, les manifestations. Et à partir de ce moment-là, elles sont illégales. Et dès que vous avez 3 personnes qui se réunissent quelque part, vous pouvez les coffrer, c'est tout. Eh ben oui. Vous savez, c'est intéressant, Gérard Leclerc. Non mais moi c'est clair. Votre analyse, je dirais, est tout à fait logique, mais elle est tout à fait aussi théorique. Je peux vous assurer, et impraticable. Alors Kim, quand vous entendez ce discours sur CNews de Gérard Leclerc, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est hallucinant, j'en reviens pas. Et ce qui est totalement hallucinant, c'est que personne sur le plateau ne vient s'opposer à ce qu'il vient de dire. Personne ne vient relever le fait qu'il est en train d'interdire des rassemblements à 3 personnes. Enfin, à 3 personnes, je vois pas où est-ce qu'on peut aller. Et, si jamais à 3, on peut aller prendre l'Assemblée nationale et faire tomber la République. Aller en prison, selon lui, après. Oui, en plus, aller en prison. Donc, c'est, je sais pas ce qu'il a dans la tête, mais c'est... Son projet m'a l'air très particulier et assez terrifiant. Jean-Yves, une réaction à cette... Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que ça vienne de la part de Gérard Leclerc, qui est quelqu'un qui a occupé les plus hauts postes à la télévision française, sur les chaînes publiques, à France 2 d'abord pendant 20 ans, avec des postes de direction, pas des postes de grouillot, et qui a été 6 ans à la tête de la chaîne parlementaire.
Donc c'est quand même pas n'importe quel petit journaliste, c'est un personnage médiatique tout à fait important et qui vous dit, moi je pense qu'il va finir sa carrière en Corée du Nord, quoi. Encore que je me demande si la Corée du Nord est pas parfois plus libérale que la France de Macron. Mais bon, comme je suis pas allé en Corée du Nord, je me méfie sur ce qu'on me raconte sur la Corée du Nord. C'est peut-être pas si mal que ça finalement. Alors, direction, non pas la Corée du Nord, mais Radio Classique, puisque Luc Ferry a tenu des propos pour le moins hallucinants. On va l'écouter tout de suite. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, le risque que vous connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin... Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Bon, alors là, on a des nouveaux propos qui sont quand même impressionnants, puisque Luc Ferry appelle, alors il s'en est défendu par la suite, mais ça semble quand même assez clair, il appelle à faire tirer carrément sur la foule, sur les gilets jaunes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis atterrée quand j'entends ça. Là, c'est la preuve que cette classe politico-médiatique est terrorisée. Je pense qu'ils sentent leur fin arriver et ils sentent qu'ils n'ont le peu de légitimité qui leur restait a été s'est totalement écroulé. Et là, ils sont prêts à déployer tout leur arsenal pour défendre ce qui leur reste. Après que les pauvres, les malheureux policiers qui utilisent leurs armes, mais je suis désolée, les policiers sont déjà amplement armés en France. Je pense que c'est parmi les plus armés pour maintenir l'ordre en Europe. Ils ont des grenades de désencerclement, des GLIF-4, des tonfas, des lanceurs de balles de défense. En plus, pour Noël, on leur a commandé des tout neufs avec des viseurs et je crois qu'ils ont un chargeur qui permet de tirer plusieurs balles. 6 coups, je crois, oui. Donc non, ils sont déjà suffisamment armés, selon moi, les policiers. Et puis si jamais il veut en faire le constat, il n'a qu'à venir avec nous en manifestation et il va voir que, effectivement, ce ne sont pas des malheureux policiers qu'on a en face de nous, désarmés. Très bien, Jean-Yves. Au moins 30 blessés graves, quand même. Au moins 30 blessés graves, ce qui est quasiment sans précédent dans l'histoire des manifestations en France. Effectivement, comme vous le dites, Kim, dans les autres pays européens, il n'y a pas le même dispositif. Et d'autant plus que là, les dispositifs, les armes sont utilisées dans des conditions contraires aux règles habituelles, c'est-à-dire le tir tendu, le tir de flashball à courte distance, etc., etc. Donc il y aurait vraiment une enquête à mener là-dessus. Et non pas du tout dire, il devrait... Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il veut tirer à balle c'est ce qui est clairement à balle militaire, oui. Passons au zapping. Mais la violence qu'on voit là, me semble-t-il, semble correspondre davantage à un tropisme politique d'extrême droite qu'à un tropisme d'extrême gauche. Alors, et notamment autour de la personnalité du boxeur, il est évident que ce sont plutôt des sympathisants d'extrême droite qui lui ont apporté un soutien massif en quelques instants. J'ai vu dans plusieurs endroits de Paris des tags avec A entouré d'un cercle, qui est un symbole d'extrême droite. Alors, on a créé l'association au mois fin novembre. Et on pense ainsi rassembler. Voilà la situation de ce que nous aurons vécu aujourd'hui. Dans de très nombreux endroits, on va peut-être la refaire parce que... Pardon. Et donc, dans de très nombreux endroits, la situation a été de bonne qualité dans le déroulement. La bourse est l'un des points de rassemblement du jour où se trouve Loïc Pesson. Et un constat, Loïc, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais il y a peu de monde. Je veux le laisser à mes pieds, il n'y a pas de souci. Ah, beaucoup de monde, pardon, on me dit qu'il y a beaucoup de monde maintenant. On voit mal sur ces images. Beaucoup de monde, pardon. Plusieurs centaines, c'est difficile. Le député allemand d'extrême droite, Frank Magnitz, a pris la parole après l'agression dont il a été victime ce lundi à Brême, la ville au nord-ouest de l'Allemagne. La police n'exclut pas qu'il s'agisse d'une agression politique, mais n'écarte aucune hypothèse. Frank Magnitz est à Brême le chef de la branche régionale du parti anti-migrant AfD, Alternative pour l'Allemagne. Des faits qui expliquent, selon l'avocat, l'exaspération de son client un peu plus tard sur ces images, lorsqu'il s'en prend violemment à plusieurs manifestants. Séverine dit avoir été victime du commandant, alors qu'elle proteste contre une interpellation réalisée par d'autres policiers et qu'elle juge trop musclée. Il y a eu un petit moment de colère et puis d'hésitation.
Et finalement, la réaction suivante a été qu'il m'a donné un coup de tête, quoi. Donc là, je suis restée figée, choquée, en pleurs. Je suis un homme de gauche, j'en fais pas mystère, mais en même temps, c'est ma réflexion qui me guide. Refuser tous les réflexes de chapelle, refuser toutes les formes d'embrigadement. Bon, je suis parti de loin, je l'avoue, mais je crois que c'est aussi par la confrontation justement avec ce que la nouvelle droite a produit que j'en suis arrivé là. Je suis de plus en plus hostile à tous ces modes de censure qui aboutissent au refus de se confronter avec l'adversaire. Révolution, révolution, bah ouais, bah s'il faut en venir là, bah nous sommes le peuple français, c'est dans nos gènes, c'est notre histoire. Je trouve que les dernières intervenantes sont très convaincantes en rappelant tout simplement que la France elle a un peu des gènes un petit peu révolutionnaires. D'ailleurs, c'est la partie de l'histoire qu'on apprend le plus dans l'éducation, donc c'est pas tellement étonnant qu'on en retrouve quelques applications concrètes. Donc tout ça, c'est plein de bon sens. En tout cas, c'est beaucoup plus de bon sens historique que dans les déclarations de M. Vivorca, qui est présenté comme un expert, un sociologue. En fait, c'est un militant socialiste qui est au conseil scientifique, tenez-vous bien, du conseil représentatif des associations noires, et qui nous dit que le cycle A, qui est un cycle anarchiste quand même assez connu, c'est la preuve que c'est l'extrême droite. Bon sang, mais c'est l'extrême droite. Voilà, c'est typique des experts, on raconte n'importe quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté connivence média ministre de l'Intérieur. Parce que le ministre de l'Intérieur commence quelque chose, il bafouille et il dit on la refait. Manque de chance, c'était en direct, là c'est un petit peu raté. Plus inquiétant, beaucoup plus inquiétant, on en a parlé quand même dans les médias français, mais pas à hauteur de l'importance de l'événement, c'est le tabassage, pas tout à fait à mort, mais presque, du député allemand de l'AfD, du parti populiste allemand, à Brême, qui a été littéralement détruit. On en a parlé un peu dans les médias français, mais évidemment pas du tout à hauteur comparable si ça avait été un homme de gauche ou d'extrême gauche qui avait été pris à partie par, entre guillemets, l'extrême droite. Ça aurait été évidemment traité de manière tout à fait différente. Mais observons quand même que les médias en ont parlé. Eh bien, souhaitons bonne santé à ce député allemand, Frank Magnitz. Un petit coup de chapeau à Camus, pas Renaud cette fois, Jean-Yves Camus, qui lui est un homme de gauche, mais qui essaye de comprendre d'autres courants de pensée que le sien, et qui a apporté, ça se fait rare, mais il faut les saluer quand ils le font, et qui a apporté un beau témoignage à Édouard Chanou de Spoutnik dans le très beau documentaire. Je vais faire un peu de la publicité pour la concurrence, mais le très beau documentaire fait sur la nouvelle droite par Spoutnik. Et une publicité personnelle, puisque vous apparaissez dans le... J'ai répondu aux interrogations, mon cher Nicolas. Voilà. Et puis, le dernier point qui est assez amusant, c'est... On voit LCI qui interroge des gilets jaunes, et derrière, il y a un certain nombre d'insultes un peu chaudes qui fusent. C'est le problème du conflit entre les gilets jaunes et les médias qui apparaît dans cette séquence. Et justement, ce conflit entre les gilets jaunes et les médias, on va essayer de le comprendre avec Kim dans un entretien spécial Gilets jaunes et médias vers la rupture totale. Alors Kim, déjà merci de répondre à nos questions. La première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Depuis combien de temps participez-vous aux actions des Gilets jaunes et dans quelle ville ? Alors, moi, je suis sur Paris et je participe depuis l'acte 3, donc depuis le 1er décembre. Ok, très bien. Est-ce que vous avez été déjà au cœur de l'action? Est-ce que vous avez subi des violences policières? Comment ça s'est passé pour vous, ces manifestations? Alors, au cœur de l'action, oui. Et puis, j'ai même eu l'occasion d'avoir une autre grenade d'encerclement qui m'a explosé juste au niveau du pied et qui m'a donc valu quelques jours en béquille et un petit aller-retour aux urgences. Mais ça ne m'a pas empêché de revenir manifester pour l'acte 7. Est-ce que les policiers étaient encerclés quand vous avez reçu la grenade de désencerclement ou est-ce qu'ils étaient à l'offensive? Alors, c'est une scène en fait qui a été filmée par l'arrière par RT France,
où on voit clairement en fait qu'il y a un barrage de police qui bloque la rue, des manifestants devant, et à un moment donné ça s'échauffe un petit peu, et des coups de tonfa sont donnés, la gazeuse est donnée aussi, enfin des gaz lacrymogènes sont lancés, les manifestants reculent, et alors même que les manifestants reculent, donc que les policiers sont plus encerclés, on les voit lancer des grenades de désencerclement à 3 reprises, y compris à un moment donné alors qu'une manifestante se trouve à terre. Alors, sur un sujet qui est un petit peu différent, depuis plusieurs semaines, on sent que les Gilets jaunes deviennent de plus en plus méfiants envers les médias au moins traditionnels. Vous, en tant que Gilets jaunes, est-ce que vous ressentez la montée de cette défiance envers les médias ? Alors, à titre personnel, oui, effectivement, on la ressent. On la ressent pourquoi ? Mais parce qu'aussi, il y a eu un traitement médiatique grotesque et méprisant des Gilets jaunes. On a même vu certains journalistes s'improviser sociologues pour essayer de tenter de trouver un profil type du gilet jaune. Alors on serait des beaufs d'extrême droite, homophobes, racistes, antisémites et misogynes apparemment. Donc je comprends qu'à partir de là, lorsque des jeunes journalistes qui viennent tout juste d'être démoulés de leur école de journaliste ou alors de Sciences Po viennent donner des leçons à des travailleurs, des personnes qui travaillent tous les jours et pour un salaire de misère, et qu'à un moment donné, certains aient envie de distribuer des claques pédagogiques. Alors, est-ce qu'on a vu il y a 2 semaines que les Gilets jaunes parisiens, en tout cas certains, étaient allés devant les locaux de BFM et de France Télévisions. Est-ce que ces 2 médias ont payé pour les autres ou est-ce que c'est spécifiquement leur traitement à eux, et je pense notamment à BFM, qui est visé par les Gilets jaunes ? Alors BFM tient une place particulière dans le cœur des Gilets jaunes, effectivement, parce qu'il représente ce mépris de la classe médiatique, politico-médiatique même. Mais plusieurs autres médias ont aussi été visés. Je pense que BFM sert surtout à faire converger tous les ressentiments que les Gilets jaunes peuvent avoir à l'égard des médias qui leur balancent en permanence leur mépris de classe. Après, je pense que la critique à l'égard des médias chez les Gilets jaunes a atteint progressivement un autre stade, tout comme la critique du système. C'est-à-dire que si au départ on en était à désigner des responsables apparents, on en vient progressivement à se poser la question des responsables réels. C'est-à-dire que les responsables apparents, c'est qui ? Les responsables apparents, ce sont les agents du système, ce sont les produits du système. Par exemple, Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron qui a servi de bouc émissaire. Mais désigner un responsable apparent est vain, puisque ça ne vient pas remettre en cause le système qu'il a produit. Et là, petit à petit, on en vient à se poser progressivement la question des architectes de ce système-là et de ceux qui permettent en fait à ce système-là de perdurer. Ceux qui assurent la continuité du système. Donc ces chiens de garde. Et qui sont les chiens de garde ? Ce sont les médias. D'où les attaques qui sont en train d'être dirigées, qui sont très bien dirigées vers les médias. Et je vais peut-être être un peu radicale dans mes propos, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on peut parler d'une guerre entre le peuple français et une élite politico-médiatique. Une élite politico-médiatique qui a essayé en fait de nous diviser de manière horizontale, donc de provoquer une guerre horizontale entre le français et son voisin de palier, de sorte que, tandis que le français soit occupé à taper sur son voisin de palier, il ne se pose pas la question de qui est-ce qui le domine et d'où lui est véritablement adressée la violence. Puisque il y a, à mon sens, une véritable peur, en fait, chez cette élite-là, de la puissance latente contenue à l'intérieur du peuple français, qui est un peuple, comme le disaient dans le zapping ces 2 demoiselles, qui est un peuple révolutionnaire, donc qui peut être amené à intervenir sur le terrain. Alors, c'est un peuple révolutionnaire, on le voit. La remise en cause des médias, elle apparaît de plus en plus forte. Mais ce qui est intéressant, enfin ce qui est étonnant, c'est que ce qui se traduit sur le terrain ne se traduit pas dans les revendications politiques, on va dire, des Gilets jaunes qui ont émergé pour le moment concernant les médias. Comment expliquer cette différence entre le traitement sur le terrain et puis le traitement politique de la question médiatique finalement ? Alors,
c'est effectivement réfléchi de plus en plus par les Gilets jaunes, mais vous avez certaines revendications qui émergent, comme la suppression de la redevance télé. Alors là, on va peut-être dans le sens de Christophe Barbier, qui était intervenu il y a quelques semaines sur je ne sais plus quel plateau télé pour dire qu'il suffisait tout simplement de supprimer la redevance télé pour calmer les gilets jaunes. Enfin, il voulait la remplacer par une autre taxe sur tous les biens informatiques. Mais, il ne parle pas le Nord, évidemment. Non, il va pas couler ses coéquipiers quand évidemment, mais vous avez cette revendication-là qui est en train de s'affirmer. Il y a aussi la suppression des subventions que l'État accorde à la presse, parce qu'il faut savoir quand même, à l'heure actuelle, la presse ne survit que grâce aux aides d'État. Vous avez... alors j'écoutais Étienne Chouard récemment, mais qui proposait en fait d'interdire à toute personne physique ou morale ou groupe industriel de racheter des médias. Et je suis d'accord avec lui sur le fait que les médias doivent appartenir à leurs journalistes et à leurs employés du moment. Et que ce sont aux lecteurs, à ceux qui vont regarder aussi la télé, de choisir quels médias ils ont envie de lire, quels médias ils ont envie d'écouter ou quels médias ils ont envie de regarder. Ce qui est intéressant quand on voit ça, c'est que cette revendication, qui serait donc celle d'Étienne Chouard a priori, elle est illustrée par un fait d'actualité, c'est que le groupe LVMH a récemment injecté 80 millions d'euros dans le Parisien pour éponger les dettes. Donc on voit bien effectivement qu'il y a des grands groupes qui peuvent se permettre de faire ça. Et donc il y a forcément une concurrence un peu inégale entre les médias alternatifs, comme par exemple le TV Liberté, et ces grands groupes possédés par des industriels qui peuvent se permettre de mettre 80 millions d'euros d'un claquement de doigts comme ça. C'est assez étonnant, effectivement. Et je dirais que c'est quand même assez effrayant, le fait, cette connivence entre les médias, l'État et les industries, puisque normalement, les médias sont censés représenter le quatrième pouvoir. Or, pour être un pouvoir autonome, il faut être autonome. Et l'autonomie, ça se joue sur l'indépendance financière. Or, lorsque vous appartenez, 90% des médias appartiennent à 9 ou à 10 milliardaires et qui achètent en plus les médias à perte, parce qu'aujourd'hui, les médias, peut-être à part le Canard enchaîné, ne rapportent absolument plus d'argent, ça pose quand même question au niveau de leur autonomie. Et même, il y a un paradoxe à l'heure actuelle qui est énorme, c'est le fait que la presse n'appartient plus à des journalistes, elle appartient à des hommes d'affaires, elle appartient à des businessmen. Et aujourd'hui, la presse qui est censée être un quatrième pouvoir n'est pas un quatrième pouvoir, c'est un organe étatique qui n'a d'autre visée que d'asservir et de maintenir en place en fait ce système. Alors, peut-être une petite lueur d'espoir dans tout ça. C'est l'essor des médias alternatifs, dont par ailleurs fait partie TV Liberté, et d'autres comme Brest Info, etc. Même RT France, d'une certaine manière, apporte un point de vue un peu différent. Donc cette multiplication des médias alternatifs, et puis des vidéos des Gilets jaunes eux-mêmes qui se multiplient sur le terrain et qui font des scores d'audience assez impressionnants. Est-ce que ça, c'est un motif d'espoir pour vous ? Oui, totalement. Je trouve ça même absolument formidable. Le fait, en fait, que le contrôle de l'image, le contrôle de l'information ne soit plus, en fait, logé sous le monopole des médias mainstream. D'où la tentative aussi de l'État de reprendre la main sur ce contrôle de l'image, ce contrôle de l'information, en nous sortant une loi sur les fake news. Ça montre bien en fait que cette volonté de contrôler l'information masque en fait une volonté de se positionner en tant que diseur de la vérité, que détenteur de ce qui est vrai, du vraisemblable et du juste. Donc oui, là on voit que n'importe qui à l'heure actuelle peut prendre son smartphone pour filmer une scène. Et d'ailleurs, ça s'est très bien illustré concernant l'affaire des 3 motards sur les Champs-Élysées, qui a été diffusée en boucle sur les chaînes télé pour montrer la violence, la dite violence des Gilets jaunes.
Et ça a été rattrapé par la suite par des images amateurs qui ont été filmées par des personnes qui étaient présentes à la manifestation, où on voit clairement que la provocation première venait de ces 3 policiers qui étaient à moto. De même pour l'affaire du boxeur. On voit très bien sur la vidéo que juste avant l'intervention du boxeur, il y avait une femme à terre qui était en train de se faire matraquer par le policier qui était présent. Alors ça, c'est les vidéos effectivement qui apparaissent à l'heure actuelle où on tourne. Maintenant, l'affaire n'est pas encore jugée, mais effectivement, cette vidéo, elle est apparue. Alors, eh bien, cette volonté de critiquer, mais aussi d'apporter une critique constructive à l'information dominante des médias, c'est un peu notre boulot à TV Liberté, donc ça fait plaisir d'avoir ce regard des Gilets jaunes. Et puis, écoutez Kim, merci pour votre présence sur ce plateau, c'était un plaisir de vous recevoir. Et puis, écoutez, bonne chance pour la suite du mouvement en Gilets jaunes. Je vous remercie, merci d'exister, merci de m'avoir invité. Passons aux tweets. Oui, alors dans ce tweet, je vais juste faire un commentaire, c'est l'omniprésence de la censure d'État. D'abord, la censure d'État, quand on nous dit à Lyon, la préfecture refuse de communiquer les chiffres parce que le ministère de l'Intérieur lui a dit on ne communique pas de chiffres. Voilà. Alors là, comme ça, évidemment, on va trouver des chiffres bas puisqu'on n'aura pas les chiffres de Lyon. Ensuite, la censure d'État avec le CSA qui veut convoquer les chaînes d'infos pour les inciter à plus de retenue, c'est-à-dire de l'autocensure. Et puis, la censure d'État, avec les déclarations de Marlène Schiappa ou de Griveaux, en disant on organise un débat national, mais alors dans le débat national, on ne parle pas de la peine de mort, on ne parle pas du mariage homo, on ne parle pas de l'IVG, qui est une forme de peine de mort d'ailleurs, soit dit en passant, on ne parle pas de l'immigration. Alors, il y a tout un tas de sujets dont on n'a pas le droit de parler. Alors, c'est assez troublant parce que sur ces sujets-là, l'opinion est sans doute assez divisée. Je pense qu'elle est très hostile à l'immigration, mais il y a des sujets sur lesquels elle est peut-être moins hostile. Mais ça fait rien. On n'a pas le droit de débattre. C'est religieux. C'est religieux, absolument. C'est la religion des droits de l'homme qui oblige à être pour l'immigration, à être pour l'IVG, à être contre la peine de mort et à être pour le mariage homo. Voilà, c'est religieux. Amen. Eh bien, sur cette note religieuse, passons au troisième sujet. Cagnotte clôturée, journaliste gêné. Alors, tous les médias ont évidemment évoqué l'affaire de la cagnotte de Litchi, mise en place par des proches de Christophe Détinger. On a également des médias qui ont, quasiment dans leur entièreté, relayé les critiques des élites. En premier lieu, les propos de Marlène Schiappa, qu'on va écouter tout de suite.
Je pense qu'il serait souhaitable, effectivement, de savoir qui a donné à cette cagnotte, parce que je crois que c'est une forme de complicité. On a là quelqu'un qui a commis des faits très graves, qui a frappé un policier dans l'exercice de ses fonctions, qui était en train de maintenir l'ordre public. C'est gravissime. Soutenir cela, c'est être complice de cet acte, et c'est l'encourager. Est-ce que vous souhaitez que Litchi suspende cette cagnotte ? Oui, je pense que Litchi devrait suspendre cette cagnotte, parce que, encore une fois, c'est une cagnotte qui, pour moi, est illégale. Oui, alors c'est la poupée Barbie en première année de droit qui multiplie les inepties, parce qu'il n'y a rien d'illégal dans cette cagnotte. Ça n'appelle pas à payer des amendes, d'ailleurs, il n'y a pas d'amende. Ça appelle à soutenir quelqu'un qui va avoir des frais de justice et qui va aller en prison, d'ailleurs il y est actuellement, et donc qui va avoir besoin de soutien pour aider sa famille. Il n'y a absolument rien d'illégal là-dedans. Et alors l'idée d'aller ficher les gens qui ont donné, c'est tout de même assez hallucinant. Mais enfin, elle voit très bien, elle dit oui, je pense qu'il faut fermer la cagnotte, et elle va être exécutée quand même. L'ordre chiapesque va être exécuté, et l'ordre chiapex va régner chez Litchi. C'est assez effrayant, effectivement, cette volonté de fichage. Alors, tous les médias ont également relayé la clôture de cette cagnotte par Litchi, par exemple Europe 1, Libération, Le Figaro. Mais globalement, très peu, voire quasiment aucun, n'a questionné la décision de Litchi en elle-même. On a Europe 1 qui interroge l'un des dirigeants de la société. Vous allez voir que finalement, les questions sont peu incisives et les justifications, du coup, ne sont pas évidentes. Nous, ce qu'on regarde, c'est si elle respecte nos conditions d'utilisation. Et donc, on a contacté le créateur de la cagnotte dans cette optique-là pour qu'il nous explique à quoi allaient servir les fonds. Après avoir échangé avec lui, on a décidé que la cagnotte était valide, puisqu'elle permettrait de financer des frais de justice. En tout cas, il y a un média qui a fait le boulot, c'est Check News. On a l'habitude qu'il soit quand même plutôt honnête sur beaucoup de sujets. Là, Jean-Yves, ils ont fait le boulot, tout simplement. Ils ont fait le boulot correctement. Je veux dire, il faut distinguer dans ce qu'on appelle les fact-checkers, les gens du Monde qui sont vraiment dans le militantisme et le sectarisme absolu. De même pour l'AFP Factuel, qui va chercher des fois à checker un Twitter qui a 10 abonnés. Enfin, c'est absolument ridicule. Et Libération qui répond quand même assez souvent à de vraies questions, et là, qui a fait le boulot en disant non, cette cagnotte était tout à fait légale, et c'est assez documenté. Voilà, on peut aussi donner des coups de chapeau à des gens des médias mainstream quand ils le méritent, pourquoi pas. Bon, alors évidemment, Check News ne va pas au bout. Il note avec justesse que cette cagnotte n'était pas réalisée pour payer les frais de justice, mais bien pour aider la famille, ce qui est compréhensible, voilà. Mais ils ne vont pas jusqu'au bout, jusqu'à parler des sympathies et du mode de fonctionnement de Litchi, peut-être, par contre. Alors, Litchi, c'est assez intéressant. Et le fait que Litchi ait coupé la cagnotte, d'un certain point de vue, ça apporte de l'eau au moulin des Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes ont le sentiment, ce qu'a expliqué Kim d'ailleurs tout à l'heure, qu'ils ont en face d'eux un système. Eh bien là, avec Litchi, on a le système. Qu'est-ce que c'est, Litchi? C'est une start-up qui est créée par une jeune HEC, Céline Lazarotte, là, qui se fait aider pour créer sa start-up par Niel du Monde. Donc on voit quand même déjà des grandes puissances. Et qui ensuite, puisque ça marche, vend le capital, et il réalise une petite fortune personnelle, au Crédit Mutuel, donc à une grande banque. Car qui est le patron de Litchi aujourd'hui? C'est le Crédit Mutuel, c'est-à-dire une très grande banque, dont d'ailleurs le directeur général a longtemps été, je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, longtemps été le directeur général de banque le mieux payé. Et puis c'est pas les salaires de misère de Chantal Joanneau à 170 000 €, non, par an. Plus. Non, c'est 4 à 5 millions par an, c'est quand même un peu plus sérieux. Et c'est aussi un groupe qui possède des titres de presse, par ailleurs. Alors, et c'est un groupe qui, en plus, possède beaucoup de titres de la presse régionale, tout ce qui est à l'est de la France, de la région Rhône-Alpes, la Bourgogne, l'Alsace, les Vosges, et j'en passe, voilà. Donc, on voit très bien que là, c'est le système qui s'oppose globalement, et il est évident que Litchi, propriété d'une grande banque complètement impliquée dans le système, dans le contrôle des médias, ne pouvait que couper le compte
en faveur, entre guillemets, du boxeur. Voilà. Mais ça confirme la thèse des Gilets jaunes sur... Parce qu'on voit tout le système. On voit la banque, on voit la start-up, on voit la ministre, Schiappa, tout se coalise. Quoi. Alors, tout se coalise, sauf une personne. C'est assez étonnant, mais ça mérite d'être salué, pour le coup. On l'a suffisamment attaqué par le passé. Eh bien, c'est sauf Jean-Michel Apathy, tout simplement, qui, sur Europe 1, a eu des propos étonnants. On va le voir tout de suite. Ah, moi, je pense que c'est une très mauvaise décision, qui pourrait même, qui devrait nous mettre en colère, le fait de l'avoir suspendu. Cette cagnotte pour Christophe Détinger répondait à des valeurs que nous partageons, qui sont des valeurs de solidarité et de fraternité. Et les ministres, les responsables politiques, les leaders syndicaux de la police, qui l'ont critiqué, étaient davantage animés par un esprit de vengeance que par autre chose. Et Apathy va encore plus loin en évoquant l'objectif premier de cette cagnotte. Il s'agit de se défendre. Et puis cette cagnotte elle a aussi pour but d'aider sa femme et ses 3 enfants. Parce que là, il n'y a plus de salaire, il n'y aura peut-être plus d'emploi demain. Donc c'est de la solidarité. Et les gens qui ont donné dans cette cagnotte, on ne peut pas les accabler, comme l'ont fait certains ministres, je trouve, je le dis comme je le pense, de manière totalement indigne. Alors les gens qui ont cotisé à la cagnotte disent une méfiance terrible des institutions, et leur cracher à la figure comme on l'a fait en la suspendant, c'est la plus mauvaise chose qu'on pouvait faire. Alors Jean-Yves, on voit que Jean-Michel Apathy tient un discours qui est assez étonnant, ça mériterait presque un coup de chapeau. Mais oui, mais écoutez, pourquoi pas, on lui donne suffisamment de claques, on peut lui donner un coup de chapeau. Oui, un coup de chapeau à Jean-Michel Apathy. Et puis je donnerai quand même un autre coup de chapeau à notre invité Gilets jaunes, Kim, qui a, je crois, été extrêmement clair dans son analyse des médias et du rapport entre les Gilets jaunes et les médias. Voilà. Très bien Jean-Yves, eh bien écoutez, c'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à envoyer votre veille médiatique et vos impressions sur cette émission à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans, et puis Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.